Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous, ce webinaire qui est consacré à la promo 16-18 qui répond à l'obligation de formation. Je donne la parole en ouverture et en introduction de ce webinaire à Sylvie Clément-Cotus, qui est la directrice régionale adjointe de l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce dispositif, il est comme beaucoup de dispositifs de l'AFPA, un dispositif d'inclusion sociale et professionnelle. Il a des caractéristiques qui vous seront décrites tout à l'heure, qui sont des caractéristiques d'un dispositif et d'un parcours extrêmement innovant. Avant de lancer ce webinaire, ce que je souhaite souligner, c'est le rôle majeur que vous jouez et que jouent nombre d'acteurs dans l'accompagnement des jeunes. Ce dispositif est donc à la disposition de tous ces acteurs et particulièrement, je souligne le rôle de nos partenaires sur ce projet que sont les missions locales et les CIO. Dans l'heure et demie qu'on consacre à ce webinaire, nous allons donc appréhender très précisément l'obligation de formation. Nous allons pouvoir placer le dispositif Promo 16-18 dans le cadre de cette obligation. Nous allons pouvoir comprendre le contenu, comprendre le caractère innovant de ce dispositif et puis aussi répondre à vos questions. Alors, je souhaite aussi remercier tous ceux et celles qui ont permis de créer ce webinaire. Je vais essayer d'être exhaustive et surtout de n'oublier personne, mais déjà, je présente mes excuses à ceux ou celles que j'oublierai. Je remercie Madame Joëlle Chenet, qui est commissaire à la lutte contre la pauvreté, Monsieur Jean-Philippe Berlemont, qui est directeur de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que Madame Chantal Guénolé, chargée de mission, Monsieur François Delemotte, qui est responsable de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités sur les Alpes-Maritimes, et Madame Sylvie Baldi, responsable de pôle, Monsieur Richard Lagagné, qui est recteur de l'Académie Nice, et Madame Nathalie Fétenant, conseillère du recteur, Monsieur Claude Fournet, président de l'Association régionale des missions locales Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Dominique Davy, délégué général, et Madame Lila Buat, responsable de secteur. Sans ces personnes, nous n'aurions pas pu réaliser ce webinaire. Et enfin, bien entendu, toute l'équipe niçoise qui est mobilisée pour témoigner devant vous de ce dispositif innovant. Ève Barba-Gelata, qui est coordonnatrice régionale de la promo 16-18. Saba Aïdadi, qui est directrice de la mission locale de Nice. Frédéric Carrier, qui est responsable du dispositif promo 16-18 sur les Alpes-Maritimes. Lolita Olkaïd, qui est monitrice éducatrice au sein du dispositif. Deux acteurs majeurs que sont deux stagiaires de la promo 16-18, Serena Elissi et Adili Staforo. Et enfin, Valérie Bellon, qui est directrice du centre AFPA de Nice-Cannes. Donc merci, un grand merci à tous. J'espère que ce webinaire va répondre à vos questions. Nous serons de toute manière à disposition pour les questions qui seraient résiduelles. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Merci Sylvie Clément-Cotus, donc directrice régionale adjointe de l'AFPA. Et je donne tout de suite la parole maintenant à Chantal Guénolé, qui est chargée de la mission politique jeune et référente régionale pour la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, donc la DRETS. Chantal, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Marion, et bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Chantal Guénolé, chargée de mission politique jeune et référente du plan Jeune une solution à la DRETS, qui est devenue DRETS depuis le 1er avril, puisqu'un enseignement direct PACA, que tout le monde connaît, et qui a fusionné avec les services de la DRJSS de la cohésion sociale. Je vais donner la parole à Madame la commissaire à la lutte contre la pauvreté, Madame Chenet, qui va présenter son intervention. Merci. Merci Chantal. Juste quelques mots en quelques minutes, très très court, pour vous parler de l'obligation de formation que sans doute l'essentiel des participants, enfin la plupart des participants connaissent déjà. Juste rappeler qu'à l'origine de la stratégie pauvreté, l'obligation de formation
était bien là pour dire que nous devons ne laisser aucun jeune de 16 à 18 ans sans un projet, sans la possibilité de s'inscrire dans un parcours. Et effectivement, la loi pour une école de la confiance est venue confirmer au plan législatif cette obligation. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de la promo 16-18 ans qui a vocation effectivement à être un des éléments de la boîte à outils de l'obligation de formation, mais qui est je dirais, une manière de faire qui coche toutes les cases en termes de coaching individuel, de coaching collectif et de capacité effectivement à accompagner les jeunes. Alors, globalement, sur l'obligation de formation, le premier enjeu, c'est déjà de repérer les jeunes qui décrochent, l'articulation très étroite entre différents acteurs du social, mais aussi l'éducation nationale, mais aussi et surtout l'éducation nationale et les missions locales, fait qu'aujourd'hui, on est capable de dire qu'en gros, dans la région, il y aurait quelque chose comme 3200, 3500, je ne sais pas exactement, mais de cet ordre-là, de jeunes de 16 à 18 ans qui sont sans aucun projet. Et il est important que nous allions nos forces pour pouvoir effectivement inventer des modalités de remobilisation des jeunes, de leur donner un horizon. C'est tout le sens de l'obligation de formation. Et c'est, me semble-t-il, un sens très fortement porté par la promo 16-18 ans. Tout ça se joue effectivement dans le cadre d'une coordination très forte et d'un partenariat qui s'est vraiment fortement resserré entre essentiellement l'éducation nationale, les missions locales, mais pas que, l'ensemble des acteurs de la prévention également, les conseils départementaux qui sont embarqués, les CFA qui ont un rôle essentiel aussi, à la fois pour dire pour identifier les jeunes qui décrochent et contribuer eux aussi à la réponse qui leur est faite. Je ne veux pas être beaucoup plus longue que ça. En tout cas, parce que d'autres que moi vont présenter, Chantal, je pense, va présenter le cadre plus précis de l'obligation de formation, mais simplement vous dire que je suis heureuse de participer à ce webinaire qui met en valeur un des éléments de la boîte à outils de l'obligation de formation, pas des moindres, et que nous comptons beaucoup sur l'AFPA dans sa capacité à remobiliser des jeunes pour continuer à bâtir, recommencer, je dirais, à bâtir un parcours, en tout cas à créer les fondations d'un parcours, parce qu'il me semble que nous n'avons pas le choix. Un jeune de 16 à 18 ans qui dérive sans rien, c'est un jeune qui a peu de chances de se rétablir plus tard. Si à ce moment-là, on est capable de le remobiliser, alors il peut se construire un parcours et un avenir. Et merci à vous tous pour votre mobilisation. Oui, merci. Merci Madame Chenet. Donc maintenant, on va laisser la parole à Madame Nathalie Fednan, qui est conseillère du recteur des Alpes-Maritimes. À vous Nathalie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. C'est vrai que l'objectif de cette rencontre, de cet échange, c'est vraiment de mobiliser tous les acteurs et tous les dispositifs, toutes les mesures dont on dispose pour pouvoir répondre à cette obligation de formation. Alors rapidement, je vais me présenter. Je suis effectivement conseillère du recteur de l'Académie de Nice. Je suis aussi la directrice adjointe de la direction régionale de l'information et de l'orientation. Puisqu'aujourd'hui, au niveau de la mission liée à la persévérance scolaire et à la lutte contre le décrochage scolaire, c'est bien une mission régionale, donc c'est une politique qui est définie par le recteur de région académique, déclinée bien évidemment en académie et déclinée au niveau des départements en s'appuyant sur tous les dispositifs et les acteurs de terrain. Ils ont été déjà mentionnés. Pour l'éducation nationale, ce sont les centres d'information et d'orientation, mais également ce qu'on appelle les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire. Alors, c'est important de vous présenter rapidement comment s'organise cette DRAIO, cette direction régionale, parce que finalement, ça fait le lien entre toutes les questions qui ont trait au parcours de l'élève. Et comme l'a dit Joël Chenet, mais finalement de 3 ans à 18 ans, puisque c'est l'obligation de formation traduit
finalement une forme d'obligation scolaire jusqu'à 18 ans, mais surtout une obligation de formation. Donc, une DRAIO organisée en 3 pôles qui a pour responsabilité à la fois la mise en œuvre, enfin l'élaboration d'une stratégie régionale en matière d'information, d'orientation, d'affectation, alors que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur. Donc, évidemment, c'est la question de la sécurisation du parcours tout au long de la scolarité du jeune. Donc, vous voyez que c'est une problématique qui est transverse, qui, au sein de cette DRAIO, pilote également les dispositifs qu'on appelle les dispositifs d'égalité des chances, qui visent là aussi à encourager l'ambition, la persévérance, et une mission également dans ce même pôle persévérance qui a plus trait à la lutte contre le décrochage scolaire, parce que ce n'est pas une politique nouvelle, on le sait bien, ça fait des années que ça constitue un axe prioritaire. On a d'ailleurs beaucoup évolué et les résultats en matière à la fois de repérage, d'accompagnement, de suivi ont fait beaucoup baisser le pourcentage de ces jeunes qui abandonnent de façon précoce, on va dire, leur scolarité, leur parcours de formation. Donc, c'est mis quand même en place dans les territoires, en lien évidemment et avec les établissements scolaires, puisque finalement, c'est de là, comme le disait Joël Chenet, que les problématiques partent, puisque l'objectif, c'est bien de renforcer cette persévérance pour limiter l'abandon scolaire. Donc, l'action politique éducatrice au niveau de l'éducation nationale, depuis ces dernières années, a beaucoup évolué et s'est beaucoup, développé en matière d'appui technique, d'accompagnement à la mise en œuvre de tout ce qui peut contribuer, favoriser la persévérance scolaire et donc limiter le décrochage. Donc, une politique de région académique qui s'appuie à la fois sur l'intervention dans les établissements, mais aussi hors établissement des CIO, et qui se trouvent être des alliés privilégiés des missions locales dans le cadre de l'obligation de formation, puisqu'ils sont copilotes avec les missions locales des plateformes d'appui et de suivi des décrocheurs, mais également des dispositifs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire qui couvrent l'ensemble des territoires et qui proposent des formes diversifiées pour répondre à des besoins diversifiés de jeunes qui quittent prématurément, avant d'avoir en tous les cas un premier niveau de qualification, nos élèves qui sont scolarisés aussi bien en fin de collège qu'en lycée. Donc des dispositifs variés qui soit permettent de proposer des SAS pour travailler le projet, qui permettent de proposer des dispositifs ou des accompagnements de type remédiation, et puis des dispositifs d'accès à la qualification. Beaucoup d'ailleurs pour des lycéens, de type lycée professionnel par exemple, ou d'enseignement général, qui ont quitté le lycée avant la fin et l'obtention de leur diplôme. Donc il y a déjà une série de dispositifs existants. On travaille bien évidemment en lien direct avec les établissements scolaires qui déjà en leur sein ont ce qu'on appelle des groupes de prévention et de suivi. Ce sont des groupes qui permettent de réunir un certain nombre de professionnels qui vont repérer les élèves, accompagner, proposer des solutions. Quand ces solutions internes ne sont pas disponibles, il y a ça marche. Il y a ce qu'on appelle les réseaux focales. Les réseaux focales sont les réseaux des établissements et des acteurs de l'éducation nationale qui peuvent apporter une réponse, une solution à des élèves en situation de décrochage. Et puis, dans un troisième temps, j'allais dire, ou concomitamment, il y a bien évidemment la participation et le travail collaboratif avec l'ensemble des partenaires des territoires dans le cadre des plateformes. Voilà, c'était pour vous brosser rapidement le tableau du niveau d'intervention et de responsabilité d'éducation nationale en la matière. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très longue, mais comme nous avons beaucoup d'acteurs différents, tout le monde n'a pas forcément une visibilité de précise de qui fait quoi sur le territoire. Merci Madame Ferdinand, c'était bien de préciser tout ça. Et donc maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Claude Fournet, qui est président de la RDML de PACA. À vous, Monsieur Fournet. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolé, les problèmes techniques ont fait que depuis 11h moins 5, j'étais avec vous, mais on ne m'entendait pas, j'entendais pas, donc je suis désolé. On vous entend là. On m'entend, c'est le principal. Et je voudrais remercier bien évidemment
Joëlle Chenet, donc la commissaire qui nous invite à ce genre de réunion, parce que elle est essentielle sur cette obligation de formation pour les mineurs. Moi, je voudrais intervenir au niveau des missions locales. Je crois que bien avant la loi qui régit donc cette obligation de formation, les missions locales ont toujours été avec les CIO, avec l'éducation nationale, des animateurs, même avant la création des PSAD. Donc, je voudrais rappeler tout ceci pour dire que je pense que la partie essentielle de la mise en œuvre de cette obligation passera obligatoirement par cette coordination, cette intelligence qu'il y aura autour de ce PSAD. Quelques chiffres quand même aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été du fait que je n'ai pas entendu les différentes interventions, peut-être que ça va être de la redite, mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui sur notre, comment dirais-je, à ce jour, les missions locales ont repéré à peu près plus de 8000, presque 8500 jeunes mineurs. 70% sont connus donc du système SIE et que 30% des jeunes ont leur situation examinée au sein du PSAD. Ceci d'une façon collégiale avec tous les acteurs. Et je crois que c'est ça qui est très intéressant parce qu'il y a 20 sur notre région, il y a 20 PSAD qui est le reflet d'une vraie territorialisation de ce dispositif. Donc, moi, ce que je voudrais, pour pas être trop long, dire que les missions locales seront aux côtés et la notion, ça fait partie de notre ADN, la notion de partenariat, on sera systématiquement avec tous les acteurs qui peuvent, à un moment donné ou à un autre, intervenir dans le parcours d'un jeune qui pourra en laisser aucun sur le bord de la route. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, sachez qu'on sera très présent et qu'on pourra compter sur les missions locales pour animer et, comment dirais-je, les PSAD. Enfin, je ne veux pas être trop long. Malheureusement, je n'ai pas entendu les différentes interventions, donc je ne peux pas essayer de m'adapter en fonction des différents intervenants. En tout cas, je nous associe à l'ensemble des acteurs et des partenaires sur ce dispositif. Merci, Monsieur Fournet, c'était très bien. Vous avez complété ce qui avait été dit avant, c'était très bien. Maintenant, je vais céder la parole à Monsieur François Delemotte, qui est directeur de la DETS des Alpes-Maritimes. À vous, Monsieur Delemotte. Madame Guénolé, bonjour. J'espère que vous m'entendez. Je suis comme Monsieur Fournet. Oui. Merci. Je vous ai rejoint. J'étais dans la même salle d'attente que Monsieur Fournet, donc je n'ai pas entendu les premières interventions. Je voudrais dire que je fais mon premier webinaire en tant que directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités dans les Alpes-Maritimes. Que je me réjouis évidemment de ce webinaire sur les jeunes décrocheurs 16-18 ans et vous dire que en ce moment évidemment la période fait que avec le confinement, nous n'avons que trop peu d'occasions de nous voir en présentiel, parce que je pense que ça serait quand même un petit peu plus facile si on pouvait faire des réunions en présentiel, et que je me dis que c'est la même chose pour évidemment les jeunes. Je vois donc Mme Fettenant de l'Éducation nationale, donc on est tous dans le même bateau, on doit à la fois proposer des solutions, puisque moi ce que je retiens c'est le mot solution. En ce moment, peut-être l'horizon va s'éclaircir à partir du 15 mai, mais c'est très très important qu'on puisse proposer à tous les jeunes, et M. Fournet disait à peu près 8500 jeunes, dont 70% sont suivis. Bon, il y en a donc 30% qu'il faut aussi rattraper dans le dispositif pour proposer des solutions. Et donc, évidemment, la DETS sera aux côtés des missions locales, de l'AFPA qui participe à cette action, de l'Éducation nationale évidemment avec laquelle nous travaillons par exemple sur l'apprentissage, parce que juste avant la crise Covid, nous étions aussi amenés à vraiment mobiliser le maximum de solutions pour que les jeunes puissent s'insérer par le travail ou par la formation, pour éviter justement qu'il y ait des nids, et que nous puissions tous nous mobiliser pour les aider.
Donc, je ne vais pas être plus long. Je suis, en tant que DETS, donc Direction Emploi, Travail, Solidarité, à vos côtés. Et évidemment, cela s'inscrit aussi à la fois dans le plan de relance avec un jeune, une solution, mais aussi dans tout ce qu'on va mener sur les SPIE, les services publics de l'insertion et de l'emploi, qui évidemment auront aussi des solutions à proposer aux jeunes qui n'en ont pas. Et puis, plus globalement, de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, puisque les jeunes décrocheurs de 16-18 ans se retrouvent évidemment pour beaucoup dans les personnes qui sont les plus éloignées de tout et qu'il faut vraiment aider. Voilà. Moi, je ne serai pas plus long et Madame Guénolé, je vous rends le micro, ou Madame la commissaire Joël, je te repasse le micro. C'est Chantal, le maître de Oui, cérémonie. Merci, Monsieur Delmotte. Merci beaucoup pour toutes ces interventions très intéressantes. Alors, nous allons maintenant, pour cette première séquence, revenir rapidement sur l'obligation de formation à 3 voix avec Madame Fettenant et Madame Buat de la RDML. Puis ensuite, on passera vraiment au cœur du sujet, qui est la promo 16-18. Donc, bon, comme ça a été déjà dit, l'obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans, c'est une mesure phare de la stratégie du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. C'est également un élément du plan Un jeune, une solution au titre de la lutte contre le décrochage scolaire, mais aussi au titre de la lutte contre le décrochage de l'apprentissage, parce qu'il y a aussi des décrocheurs de l'apprentissage qu'il faut prendre en compte. C'est une obligation pour les jeunes, pour qu'ils respectent, pour qu'ils ne restent pas sans rien faire en tout cas, et pour les pouvoirs publics aussi, parce qu'on est tenu de leur trouver une solution à ces jeunes qui n'ont plus de solution. Et pourquoi combattre le décrochage scolaire pour ces jeunes les plus fragiles? Parce qu'on se rend bien compte que sans savoir de base, sans compétences, sans qualification, ils vont rencontrer d'énormes difficultés à s'insérer tant socialement que professionnellement dans la vie. Et ensuite, ce sont ces jeunes-là qui sont les premières victimes de la pauvreté. Donc, l'obligation de formation est là pour leur apporter des solutions. Donc, la loi Blanquer qui inscrit cette obligation de formation dans les textes et dans le Code de l'éducation nationale, ça lui donne tout son sens, en tout cas au même titre que l'obligation scolaire des enfants jusqu'à 16 ans. Le décret d'application instaure les modalités de mise en œuvre, notamment par les missions locales. Et donc, il y a une instruction qui est interministérielle, donc qui couvre à la fois les secteurs de l'éducation, du travail, des solidarités, de la pauvreté. Donc, ce qui prouve bien que cette problématique-là concerne beaucoup de secteurs. Et donc, ce qui nécessite une stratégie forte de l'État et une politique partenariale de tous les acteurs de l'insertion. Donc, je ne vais pas revenir sur les chiffres parce qu'on en a déjà parlé. Au niveau national, ce sont près de 60 000 jeunes de 16 à 18 ans qui sont décrocheurs scolaires ou bien même des jeunes diplômés qui sont NEET. Alors, depuis d'ailleurs la crise sanitaire, on voit apparaître une nouvelle catégorie de jeunes NEET qui sont les NEET très précaires, donc qui se précarisent de plus en plus à cause de cette crise sanitaire et économique. Et donc, au niveau régional, plus de 5 000 jeunes décrocheurs. L'objectif de cette obligation de formation, bon, c'est de lutter. Alors, sachant que la lutte contre le décrochage scolaire, c'est pas nouveau. Ça fait des années que les pouvoirs publics mènent ce combat de lutte contre le décrochage scolaire, qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, hein, puisque avec beaucoup de dispositifs mis en œuvre, notamment dans le cadre de la prévention au titre de l'éducation nationale, les missions de lutte contre le décrochage scolaire, les réseaux focaux, et j'en passe. Et donc, cette obligation de formation, parce qu'il y a encore des jeunes qui restent sur le bord du chemin et pour lesquels il faut trouver une solution, un parcours pour qu'ils s'insèrent dans la vie sociale et professionnelle et dans la vie tout court. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Madame Fettenant qui va prendre la suite pour le PowerPoint et qui va nous préciser le contenu exact de l'obligation de formation. Monsieur Fabrice, si vous pouvez un peu avancer le diaporama. Voilà. Non, c'était juste… oui, voilà.
on va passer directement à celle-là parce qu'elle est très claire et elle présente bien finalement les différents axes auxquels on doit s'attacher. Donc déjà, celui qui a été rappelé largement précédemment, celui de rompre le cercle de ce que peut produire le décrochage et l'abandon scolaire ou le non-accès à la qualification. Donc on va pas revenir là-dessus. Par rapport, j'allais dire, et la transformation majeure liée à cette nouvelle mesure, c'est l'élargissement du public. Donc, il s'agit bien de tous les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui sont en situation de décrochage scolaire, qui peuvent être diplômés ou non. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un CAP ou un bac pro qu'on ne relève plus de l'obligation de formation. Dès lors qu'on a 16-18, on en relève. Donc ça, c'est extrêmement important et ça couvre l'ensemble des publics, donc y compris des publics qui sont suivis sous protection judiciaire, d'où notamment le partenariat qu'on doit aussi avoir avec nos collègues et dans le cadre des conventions qui sont déclinées, cela est prévu. Donc une définition qui permet de situer cette obligation comme une obligation à être en situation, à être en solution. Donc c'est important de le dire parce que parfois c'est interprété simplement comme une obligation de retour en formation. Non, dès lors qu'on est en capacité de proposer une solution qui relève soit d'un accompagnement, qui peut relever effectivement d'une mise en formation, soit une formation sous statut scolaire, sous statut d'apprenti ou en formation continue, le jeune remplit cette obligation. Alors, la notion d'obligation, on le voit bien parmi les différents acteurs, fait débat parce que, y compris chez les jeunes et leurs familles. Qu'est-ce que ça veut dire être obligé d'être en solution? Alors, ce caractère obligatoire, en fait, n'a pas une dimension coercitive. L'obligation, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est vraiment la responsabilité, de la part des institutions et des acteurs de pouvoir apporter une solution, mais également de la part de l'usager d'intégrer, de s'engager dans un accompagnement ou un parcours de formation qui va lui permettre d'être qualifié dans le but, bien évidemment, comme cela a été indiqué, de pouvoir s'insérer dans de bonnes conditions et de pouvoir s'intégrer socialement. Donc, c'est une dimension qui va au-delà simplement de la qualification. Une mise en œuvre partenariale qui est absolument nécessaire parce que, comme cela a été dit aussi, ça n'est pas nouveau, les prises en charge étaient organisées, mais on voit bien qu'il y a besoin de renforcer les liens et de mobiliser déjà tout l'existant. Alors, mobiliser l'existant, on voit que ce n'est pas toujours simple parce que les acteurs ont besoin de se connaître, de connaître les dispositifs, d'être en capacité de les proposer, de pouvoir orienter efficacement en ne poussant pas plus de 2 portes finalement le jeune pour sa prise en charge. Et là, il faut organiser les choses. Donc, un moyen d'opérationnaliser les choses et de les rendre plus efficaces, c'est de penser les modalités de gouvernance, on y viendra après, mais d'un point de vue opérationnel, de mettre en réseau tous ces acteurs de manière à fluidifier, avoir une meilleure compréhension des process et des acteurs engagés et d'être en capacité, du coup, d'être assez réactif et de proposer une prise en charge rapidement à ces jeunes. Alors, on ne s'y est pas beaucoup attardé, mais sur la diapositive précédente, il y a vraiment 3. Alors, encore avant peut-être, excusez-moi, voilà. Je crois que tout est dans la phrase repérer, aller vers et raccrocher. Alors, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, cette formule, avec 3 actions bien identifiées, mais on sait qu'on a parfois une difficulté à repérer. Alors, on a effectivement mis en place au niveau national des modalités de repérage. Mais on sait aussi qu'on a un certain nombre de jeunes qui passent à travers, qu'on n'arrive pas forcément à repérer. C'est toute la problématique de ceux qu'on appelle les injoignables, par exemple, ou les invisibles. L'aller vers, c'est-à-dire qu'au-delà du fait d'attendre qu'ils viennent rencontrer les acteurs susceptibles de les accompagner, il faut aussi être en capacité d'aller vers eux et donc de se rapprocher, d'avoir une relation de proximité. C'est pour ça que tous les acteurs du territoire sont extrêmement importants dans cette prise en charge. Et puis les raccrochages, bien évidemment, c'est tout ce qu'on a évoqué, c'est la mise en solution. Et là, on dispose d'une palette diversifiée de solutions parce qu'on a des besoins et on a des profils divers. Voilà, donc du coup, on peut revenir à la diapo suivante. Voilà, donc là, vous avez le panorama. Donc, je ne vais pas revenir sur celle-là, puisqu'on l'a déjà évoqué à travers les autres interventions.
Donc, on peut passer à la suivante. Voilà, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est-à-dire que ça nécessite cette action politique et interministérielle, une gouvernance qui permette à la fois de mettre en place une vraie stratégie et d'en définir la mise en œuvre, mais à différents niveaux. Donc, un niveau national, donc on a il existe un COPIL national qui prend les grandes orientations stratégiques qui devront être déclinées évidemment au niveau régional. À ce stade, au niveau régional, au niveau région PACA, nous avons élaboré en lien avec la région et tous les acteurs ici présents une convention qui est à la signature ou signée, enfin en passe de lettres, donc justement pour préciser les différentes modalités, le pilotage, les moyens qu'on se donne pour assurer le suivi et bien évidemment pouvoir adapter aussi nos actions au regard de l'analyse que l'on fera des différents indicateurs dont on doit se doter, parce que pour pouvoir piloter, il faut également qu'on puisse se doter d'indicateurs pertinents. Alors, il ne s'agit pas d'en avoir beaucoup, mais suffisamment en tous les cas pour nous éclairer et donner aux acteurs et aux décideurs les moyens de leur action sur les territoires. Et puis, au niveau plus opérationnel, alors entre les deux, ça n'apparaît pas, mais il y a bien le niveau départemental. Ce niveau départemental, parce qu'on l'a bien entendu, hein, c'est souvent aussi le niveau opérationnel de proximité, donc où là également sont représentés les mêmes acteurs, que ce soit l'éducation nationale, l'État, la RDML, la région, pour pouvoir au plus près des réalités territoriales qui sont diverses, pouvoir répondre à cette obligation de formation. Et au niveau opérationnel, suivi, accompagnement, on a les plateformes qu'on a évoquées tout à l'heure, où là, le travail de coordination, de suivi, de lien entre les partenaires se fait, copiloté par les missions locales et les CIO. Alors, je ne sais pas qui prend la parole après. Madame Guénolé, peut-être, je vous la repasse. Non, c'est Lila qui D'accord. Merci. Oui, bonjour. Lila, Madame Buin. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui. Vous entendez Lila. À la suite de Nathalie, effectivement, dans le cadre de la plateforme d'appui et de suivi des décrocheurs scolaires, les directeurs de CIO et les directeurs de mission locale ils vont identifier l'ensemble des jeunes mineurs 16-18 ans qui satisfont à l'obligation de formation. Donc, pour ceux qui satisfont à l'obligation de formation, on échange sur leur situation en cours et le suivi et l'accompagnement. Et pour les jeunes qui ne satisfont pas l'obligation de formation, on va ensemble désigner un référent qui va accompagner tout le long de son parcours et étudier la situation des dossiers des jeunes collégialement avec l'ensemble des acteurs de proximité qui sont la PJJ, les organismes de formation, les CFA et les clubs de prévention, enfin l'ensemble des acteurs que l'on peut mobiliser autour du jeune. Et à partir de là, on va travailler la prise de contact avec les jeunes concernés par l'obligation de formation. Ce que je voulais vous dire aussi pour préciser au niveau des chiffres, vous avez aujourd'hui 8500 jeunes mineurs qui ont été repérés et identifiés par les missions locales dans le cadre de leur système d'information IMILO. Dans ces 8500 jeunes, 70% sont issus des campagnes SIEI, donc connues de l'éducation nationale et pour lesquels nous avons travaillé ensemble sur la mise en place d'un parcours, donc d'apporter une solution à ces jeunes. Et dans les 30%, puisqu'on parle des PSAD, des plateformes de suivi des décrocheurs scolaires, c'est des jeunes, les 3000 lesquels, ce sont des jeunes qui sont en cours de traitement, c'est-à-dire qu'ils ont été identifiés et qui vont passer à l'étude dans le cadre des plateformes de suivi pour lesquelles il n'y a pas encore aujourd'hui de solution, mais c'est une photographie. La requête est en dynamique, c'est des jeunes qui sont actuellement en étude avec les directeurs de CIO, les missions locales et l'ensemble des partenaires pour lesquels nous pourrions apporter, pour lesquels ils pourraient apporter une solution. Donc ensuite, il y a un diagnostic de situation qui est fait avec des propositions de solutions et ces propositions de solutions, elles peuvent être diverses. On va utiliser d'abord le droit commun, mobiliser le droit commun avec donc la possibilité pour le jeune de retourner en scolarité, donc vers l'éducation nationale et retravailler un parcours de formation initiale. Ensuite, il peut y avoir aussi des propositions, donc l'ensemble les 28 missions locales, donc il y a 28 missions locales, 20 PSAD, 20 centres d'information d'orientation et 10 missions de lutte contre le décrochage scolaire.
Et dans le cadre de l'offre de services des missions locales, l'ensemble des missions locales vont décliner leur offre de services comme le PASSEA, la garantie jeune et d'autres dispositifs que nous pilotons. Et ensuite, il peut y aussi avoir l'orientation vers un autre partenaire parce que le jeune aura besoin d'aller travailler avec un autre partenaire. Et dans ce cas-là, on oriente, on fait des mises en relation et on assure le suivi du parcours. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les missions locales ont aussi l'obligation de contrôle. Donc, nous, dans le cadre du contrôle, c'est plutôt une démarche de coopération avec l'ensemble des partenaires, comme les conseils départementaux ou d'autres partenaires, pour apporter des solutions. Et donc, on va avoir, si on n'arrive pas à trouver de solution collégialement, peut-être avoir une procédure de contrôle et de signalement qui va se construire au fil de l'eau progressivement dans l'année 2021-2022 pour essayer de travailler en partenariat pour trouver des solutions aux jeunes et notamment le lien aussi également avec sa famille. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci Lila. Madame Guénolé. Oui, on va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Madame Guénolé, je voudrais rajouter une chose. Claude Fournet, je voudrais rajouter une chose. Je suis désolé, je voudrais rajouter une chose. Ça a été dit, mais j'insiste fortement là-dessus. C'est l'implication au niveau départemental des conseils départementaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous essayons de travailler sur certains départements dans le cadre du SPIE. Et bien évidemment, je trouve que là, il y a quelque chose, ne serait-ce que les jeunes qui sont suivis par l'ASE, il y a quelque chose à faire et que ça soit inscrit avec le travail que nous devons faire avec les départements. Donc, c'est très, très important de le signaler. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Fournet. Justement, dans la diapo qui est exposée là, dans les conditions de réussite du dispositif, il est question, bien sûr, comme cela a été évoqué, de la mobilisation et de la coordination de l'ensemble des acteurs, tant institutionnels que tous les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle. Et donc, dans les exemples qui sont donnés, donc il y a la convention régionale qui est signée avec entre l'État, la région et la RDML, mais il y a aussi cet accord cadre national qui a été signé pour l'insertion professionnelle des jeunes de l'ASE et donc qui implique l'UNML et les missions locales, bien sûr. Donc, c'est très important puisqu'il y a aussi un travail qui a été engagé avec les conseils départementaux et les missions locales pour élaborer justement un process de coordination pour réaliser ce contrôle du respect de l'obligation de formation. Et donc, un process aussi avec les CFA en coordination avec les plateformes, les missions locales et les CIO pour traiter aussi de ces jeunes-là qui décrochent de l'apprentissage. Et donc, avec tout ça, on a la promo 16-18 qui est un des outils qui a été instauré au titre du plan Jeune, un jeune, une solution, justement pour permettre à ces jeunes de construire des parcours personnalisés pour les jeunes décrocheurs. Parmi les outils, donc, il y a ce dispositif qui va faire l'objet de la deuxième séquence. Il y a aussi un numéro vert national de l'ONICEP qui est géré au niveau régional par le CARIFOREF. C'est un numéro que peuvent appeler autant les jeunes concernés que les parents, parce que, bien sûr, dans ce dispositif d'obligation de formation, la place des parents est très importante. Et donc là, maintenant, on va passer la parole à l'AFPA pour nous présenter cette nouvelle solution qui est la promo 16-18 et qui a fait l'objet d'un courrier de la ministre récemment auprès des préfets pour justement le déploiement de cette solution-là. On a choisi les Alpes-Maritimes parce que dans les Alpes-Maritimes, c'est une solution qui marche bien. Donc, maintenant, je laisse la parole à l'AFPA. Merci. Merci Chantal Guénolé, merci beaucoup pour cette présentation très riche et complète. Il y a eu déjà quelques questions dans le fil de discussion. Nous vous inviterons à intervenir, à poser vos questions à l'issue de l'ensemble des séquences. On vient d'entendre la première séquence, il y a la deuxième séquence
qui va maintenant débuter, qui est un éclairage sur cette promo 16-18, comme l'a dit Chantal Guénolé, avec un zoom sur Nice. On a choisi de faire un zoom sur Nice et on va commencer avec Ève Barbagelata, qui est la coordinatrice régionale de la promo 16-18. Ève, c'est à toi. On ne t'entend pas, Ève. Autant pour moi. Excusez-moi, donc je reprends. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre participation et votre présence. Je vais vous donner quelques éléments chiffrés qui vont pouvoir vous permettre d'avoir en fait un point d'étape depuis le démarrage du dispositif la promo 16-18 qui se situe pour une majorité de centres en décembre 2020. La promo 16-18 se déploie aujourd'hui sur 6 centres au sein de la région sud. Nous avons Nice, Toulon, Marseille, Istres, Avignon et Gap. Depuis le démarrage, donc en décembre 2020, nous avons 150 jeunes qui ont pu suivre le dispositif la promo 16-18. À ce jour, nous en avons 120 en suivi. La différence s'explique donc au niveau de ces 30 jeunes. Sur ces 30 jeunes, il y en a un tiers qui ont trouvé donc une solution positive ou dynamique. Un tiers pour qui l'accompagnement va se poursuivre pendant 6 mois en collaboration avec la mission locale pour leur trouver donc une solution, et un tiers qui ont abandonné. Sur ce 30-là, je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'il y en a 2 tiers qui ont trouvé directement une solution ou qui sont en passe de trouver une solution. Avec son parcours innovant de 13 semaines, composé de 4 étapes, la promo 16-18 s'inscrit dans un écosystème un jeune, une solution où il existe déjà des solutions qui vous ont déjà été présentées lors des différentes interventions. La promo 16-18 n'est pas un dispositif de plus. Elle fait partie intégrante de cet écosystème et le fait fonctionner. La promo 16-18 est un sas d'entrée vers un dispositif d'accompagnement plus global. La promo 16-18 agit en complémentarité des autres dispositifs. Elle veut créer de la dynamique et trouver la solution la plus efficiente pour le jeune. Au-delà de cet écosystème un jeune, une solution, il faut souligner, pour que cela fonctionne, l'existence d'un écosystème de partenaires, lesquels vont nous permettre d'atteindre des objectifs pédagogiques en animant des ateliers thématiques. Bien entendu, il y a aussi l'importance donc des partenaires qui font partie intégrante du sourcing et de l'orientation. Vous allez voir que les prochains témoignages vont vous apporter en fait une photographie à l'instant T qui va se baser sur des témoignages, donc plus du terrain, et nous montrer plus précisément comment et pourquoi sur Nice cela fonctionne aussi bien. Donc, je vais vous proposer de laisser la parole donc à Madame Saba Edadi, la directrice de la mission locale de Nice. Bonjour, donc je suis Saba Edadi, directrice de la mission locale, je me permets de rajouter Nice-Côte d'Azur, puisque son territoire est bien plus vaste, et j'interviens aujourd'hui, mais c'est surtout l'ensemble de mes collaborateurs et cette belle équipe qui est la mission locale qui fait, je pense, la réussite de notre partenariat avec Pôle emploi dans le cadre de la promo 16-18. Alors peut-être pour reprendre un petit peu de façon générale, donc c'est vrai que les missions locales jouent un rôle assez essentiel de plateforme d'accès aux droits aux jeunes dans ce fameux écosystème qui est celui de l'ensemble des acteurs qui interviennent en faveur des jeunes qui rencontrent des difficultés. Et l'ensemble des conseillers de notre réseau est là en tant que finalement architecte pour construire des parcours en mettant et en mobilisant tout ce qui est possible d'être mis en œuvre dans l'offre de services, alors qu'elle soit évidemment de la mission locale, bien entendu, de Pôle emploi, de l'éducation nationale, mais aussi de l'ensemble des acteurs locaux qui agissent aussi sur le terrain en matière d'insertion sociale et professionnelle des jeunes pour faire la réussite du parcours de ce jeune. Donc, le premier élément qui, je pense, fait la réussite de la mise en œuvre de ce dispositif sur notre territoire, c'est aussi évidemment la synergie entre tous ces acteurs qui est plutôt bonne sur les Alpes-Maritimes, en tout cas sur la métropole de Nice-Côte d'Azur. Donc du coup, c'est ainsi en fait finalement que la promo 16-18, pour nous, elle est arrivée finalement comme un élément qui est venu remplir
peut-être des trous dans la raquette, puisque pour ce public jeune, mineur, il est parfois pas évident, facile, c'est pas forcément le moment d'intégrer des dispositifs, peut-être tels que prépa-apprentissage. Vous avez aussi parlé de la garantie jeune, bien sûr, on va y revenir, mais aussi de la formation qualifiante et qui ont besoin justement de peut-être travailler sur des savoir-être, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas se remobiliser, travailler sur un projet professionnel, travailler aussi sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils doivent apprendre pour pouvoir intégrer plus facilement ces dispositifs qui sont, dans un premier temps, un peu loin pour eux. Donc, en fait, finalement, pour nous, la promo 16-18 est vraiment venue en amont de ces dispositifs. On l'utilise aussi beaucoup dans le cadre, en amont de la garantie jeune, pour justement préparer ces jeunes à s'engager dans un parcours où l'accompagnement est plus soutenu, et pour l'instant, il n'est que de 12 mois, avec un objectif d'accès à l'emploi et l'autonomie. Et ce dispositif-là, il est vrai qu'il est utilisé dans ce cadre. Je crois que ce qui fait aussi peut-être la réussite de la promo 16-18 sur Nice, c'est que, mais c'est aussi ce que font mes collègues, je ne devrais pas le dire comme ça, mais qu'on a intégré la promo 16-18 comme une réelle étape de parcours dans le PACEA, le parcours d'accompagnement contractualisé dans l'emploi et l'autonomie, avec la mobilisation aussi de cette allocation qui est possible pour sécuriser ces parcours, que sont ceux de la promo 16-18. Maintenant, l'enjeu pour nous, peut-être de la réussite totale, peut-être de cette action-là, c'est d'envisager peut-être une proximité plus renforcée sur les territoires. Quand on regarde notre expérience, nous, à la mission locale de Nice-Côte d'Azur, et le terme Nice le révèle, c'est vrai que ce sont essentiellement des Niçois, de jeunes Niçois qui ont pu bénéficier de cette action, le territoire de la mission locale étant très étendu. Donc, je crois que voilà, ce qui fait la réussite, c'est notre proximité géographique, notre proximité évidemment de collaboration avec l'AFPA depuis des années, et sur des actions un peu de ce type-là qui sont en amont des dispositifs que nous mettons en œuvre, tels que Déclic pour l'action. Donc c'est un partenariat, j'ai envie de dire, historique, qui se renforce de plus en plus au regard de ces dispositifs qui leur sont confiés. Voilà, et ce qu'on note aussi sur cette action-là, c'est qu'au-delà du projet professionnel, il y a aussi tout un travail sur l'ensemble des sujets qui peuvent aussi concerner la vie d'un jeune, mais aussi de travailler sur des leviers peut-être différents de ceux qu'on a l'habitude de travailler avec ce public, comme voilà, le sport, la culture, tout un tas de dispositifs qui permettent de mobiliser le jeune, de remobiliser le jeune, de lui permettre d'être pendant 14 semaines sur un dispositif où, in fine, il va travailler sur son projet professionnel, mais peut-être voilà, sans en avoir l'air, à travers différentes actions qui sont diverses et variées. Et nous pensons que cette façon de travailler-là est une réelle plus-value pour capter ce public qui est parfois volatile, qui a besoin que ça avance, qui a besoin que ce soit un peu, pardonnez-moi le terme, mais un peu fun, pour les maintenir jusqu'au bout et leur permettre, à l'issue, peut-être dès qu'ils sont prêts, d'intégrer des dispositifs tels que l'apprentissage, prépa-apprentissage et la garantie jeune, bien sûr, puisqu'elle leur est aussi ouverte à l'issue de la promo 16-18. Donc voilà ce que je peux dire, en tout cas, concernant la mission locale de Nice, mais plus largement le réseau des missions locales. Et puis, je crois que ce sont les jeunes qui vont pouvoir en parler le mieux. Voilà, si vous avez des questions, je peux bien évidemment y répondre. Merci beaucoup. Attention. Merci Sabaï Dadi. Oui. Pour les questions, donc juste après la deuxième séquence, maintenant on va passer la parole à Frédéric Carrier, qui est responsable du dispositif de la promo 16-18 sur Nice. Frédéric, c'est à vous. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour, oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Carrier, moi la responsable de la promo 16-18 sur Nice. Donc, mon rôle, c'est de coordonner donc, ce dispositif-là sur 06. À l'heure actuelle, nous avons à peu près une quarantaine de jeunes. Mes équipes, elles sont constituées d'une monitrice éducatrice, Lolita, une conseillère en insertion professionnelle, Céline, et de 2 formateurs en insertion professionnelle.
Salim et Lénia. Alors, qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Parce que c'est ça aussi qui est important. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement à la promo 6-18? Les jeunes, ils vont travailler des pistes professionnelles, mais pas que. Alors, quand je dis travailler des pistes professionnelles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Très rapidement, ils peuvent aller sur nos plateaux techniques de formation afin de tester en immersion des métiers. Ils peuvent aller, c'est des exemples que je vous donne, bien évidemment, sur le plateau technique des installateurs thermiques et sanitaires. Ils ont également l'occasion, la possibilité d'aller sur les plateaux techniques. On a un appartement pédagogique pour les assistantes de vie et aux familles, employés d'étage pour l'hôtellerie, commis de cuisine également, l'informatique et j'en passe. Ils vont également pouvoir tester des métiers en entreprise. Ça, c'est important, puisque j'ai certains des jeunes qui sont partis en immersion en boulangerie, d'autres en carrosserie, d'autres en coiffure, animateurs également. Ces jeunes participent à des ateliers comme des techniques de recherche d'emploi, d'immersion, de stage. Ils vont élaborer un curriculum vitae, une lettre de motivation, ils vont préparer leur pitch, donc leur présentation. Ils ont la possibilité de faire des simulations d'entretien avec des professionnels. Pour certains, puisqu'on essaie quand même de faire du sur-mesure, bien évidemment, puisque c'est un jeu, une solution. Certains vont avoir besoin d'une remise à niveau. Ils vont valider des compétences via des open badges par rapport au référentiel CLEA SOC et CLEA numérique. Ils vont pouvoir également passer le code de la route. Mais comme je vous disais, pas que, et c'est le pas que aussi qui est important, ils vont travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, grâce à d'autres ateliers. À l'heure actuelle, on a un atelier, un chantier solidaire avec l'association MIR. Donc, les jeunes qui sont volontaires, puisque voilà, ils y participent à ce qu'ils veulent, préparent tous les lundis des repas pour les SDF. Alors, l'objectif, pourquoi ce chantier, qu'est-ce que ça va développer? Eh bien, un renforcement de l'estime personnelle, élargir les horizons, se préparer également au monde du travail. Il y a également un atelier espace vert, le jeudi après-midi, puisqu'on a la chance à Nice d'avoir des espaces verts. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes? Qu'est-ce qu'ils font? C'est embellissement des espaces. Et puis, mais c'est en train de faire un potager. Voilà. Alors pourquoi? Ça va leur permettre aussi de se projeter dans l'avenir parce que les salades ne vont pas pousser comme ça du jour au lendemain. Il y a également de la pratique sportive, foot, basket, renforcement musculaire, très prochainement canoë-kayak. Et puis, à l'issue de ces 13 semaines, comme disait Eve, il me semble, oui, si nous avons trouvé deux solutions, et on en trouve, nous avons également un suivi, on les suit pendant 6 mois. Je pense n'avoir rien oublié. Merci beaucoup Frédéric Carrier, donc responsable du dispositif à Nice. On va donner maintenant la parole à Lolita Oulkaïd, qui est monitrice éducatrice. Elle est dans le bureau à côté de vous pour respecter les barrières sanitaires. Donc on va retrouver Lolita. Est-ce que vous êtes là, Lolita? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors du coup, j'ai gardé le masque parce que j'ai des jeunes pas loin qui vont après intervenir. Donc voilà, je garde le masque. Donc du coup, moi, c'est Madame Oulkaïd, donc je suis monitrice Lolita, monitrice éducatrice au sein de la promo 16-18. Donc du coup, mon rôle au sein de la promo, c'est de mettre en place différentes activités en fait afin de créer le lien avec les jeunes. Donc pour cela, un planning a été mis en place en équipe, bien sûr, avec des temps en lien. En fait, ce planning, il y a des temps sur leurs futurs projets professionnels, des temps donc de bénévolat donc sur un chantier solidaire en particulier, mais on en a d'autres
qui vont se mettre en place. Et donc, du coup, des moments ludiques, donc sportifs, culturels. On a aussi des entretiens qui sont mis en place avec les jeunes, afin qu'ils se sentent plus à l'aise pour se confier, partager avec nous certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer, autant sur le côté professionnel que le côté personnel. Ils ont aussi un foyer qui est mis en place, donc du coup au sein de l'AFPA pour des temps de pause, mais ça permet aussi, puisqu'on est avec eux, des moments informels, hors cadre. Ils se confient souvent dans ces moments-là, parce que c'est hors cadre, donc c'est plus facile pour eux. Et un point important aussi pour vous, c'est la relation avec les parents. Hein. C'est un des moments essentiels de la réussite de la promo. Oui, ça c'est la suite. Là, je vais en parler après, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, j'ai donc un exemple qui me vient pour le lien avec les jeunes. Pour l'instant, c'est un jeune qui nous a confié rencontrer des problèmes familiaux et aussi des problèmes pour s'alimenter. Donc, on a pu mettre avec lui en place quelque chose, donc contacter une assistante sociale, contacter la famille, faire un point et trouver des solutions ensemble. Et il a pu faire en sorte de trouver, de se concentrer plus sur son projet professionnel. Donc, tout au long de ce dispositif d'accompagnement, je travaille aussi, du coup, la relation avec les familles autour de points réguliers. On a des rencontres ponctuelles. Chaque jour, je contacte les parents si un jeune est absent, s'il a du retard, pour faire un point, pour échanger, s'il rencontre des difficultés. Et on a souvent, malheureusement, des parents très inquiets. Donc, du coup, on travaille avec eux sur la confiance, en fait, qui doit se recréer avec le jeune, entre eux et leur enfant, en fait. Parce que c'est vrai que c'est des fois très compliqué. Et j'avais une maman au début qui accompagnait du coup son fils tous les jours, le matin, le soir, qui me téléphonait dans l'après-midi pour voir s'il était toujours là, toujours présent. Donc, bon, il n'y a pas eu de souci, il était toujours présent, mais c'est vrai que avec le temps, on a recréé en fait la confiance entre elle et son fils. Et maintenant, il n'y a aucun souci, il vient tous les jours, elle ne nous téléphone pas, il vient seul, il repart seul. Voilà, il y a plus de souci. Et donc, du coup, en fait, là, ce que j'ai pu retenir en fait du coup de cette relation avec les familles, ça les rassure en fait que leurs enfants ils aient intégré une structure où ils ont trouvé une place avec un rythme, ils se lèvent le matin, ils vivent pas la nuit, ils vivent le jour, ils ont un rythme, ils se préparent, ils retrouvent aussi une vie sociale et surtout ils travaillent sur leurs futurs projets. Donc c'est vraiment ce qui peut rassurer les parents et les familles. Voilà. Vous avez à proximité, hein, vous avez deux stagiaires de la promo. Oui, c'est pour ça que j'ai le masque. Je vais tout de suite. Il y a Serena Elissi et Adilis Taporo qui sont juste à côté de vous, à qui vous allez donner la parole. Bonjour, je me présente, je m'appelle Elissi Serena, j'ai 16 ans. Je suis à l'AFPA depuis le 4 janvier. J'ai réalisé différentes activités tout au long de mon parcours. Et j'ai pu travailler sur mon projet qui a changé durant les 13 semaines. Au début, je voulais être vendeuse, mais maintenant, j'aimerais bien être coiffeuse. J'ai recherché un stage dans la coiffure que je commence au mois de mai, et j'attends aussi plusieurs réponses de mon contrat d'apprentissage. Particulièrement, c'est un salon et j'ai rendez-vous au CFA de Carros le 18 mai pour l'inscription et la visite. C'est bon. Alors, à proximité, il y a Adilis Taforo. Bonjour Adilis. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter également, est-ce que vous pouvez vous présenter, les personnes qui sont avec nous?
Je me présente, je m'appelle Adjili Staforo. Je suis dans la promo 16-18 depuis le 14 décembre. Et j'ai réalisé un stage au sein d'une entreprise. Et le stage m'a bien plu. Et ensuite, j'ai appelé le lycée CFA d'Antibes. Et je cherche un patron. Et voilà. Et je me suis inscrit aussi au lycée CFA d'Antibes. Dans quel métier vous allez faire votre apprentissage? Serrurier métallier. Serrurerie. C'est un métier que vous avez découvert grâce à la promo 16-18? Oui, c'est ça. Bah, de base, je voulais faire de la ferronnerie. Mais le stage était basé sur la serrurerie métallier. Du coup, je préfère faire de la serrurerie métallier que de la ferronnerie. Parce que pendant les ateliers que vous avez suivis au sein de la promo 16-18 à Nice, vous avez eu des découvertes des métiers, notamment de ces métiers de la serrurerie. Non, j'ai fait que en serrurerie métallier le stage. D'accord. Donc là, en quelque sorte, vous dites, je cherche une entreprise pour. Vous avez déjà trouvé votre CFA et vous allez chercher une entreprise pour faire cet apprentissage. C'est ça, tout à fait. Merci pour votre témoignage. Peut-être que des personnes autour de nous dans ce webinaire veulent peut-être vous poser une question. On va leur laisser la parole si vous voulez rester quelques instants avec nous, Adilis. Oui, il n'y a pas de souci. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Je suis Agnès Grosjean, je suis dans les Hautes-Alpes. Je travaille pour Cap Emploi et en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous le conseilleriez, ce dispositif, à des copains qui pourraient être dans la même situation que vous lorsque vous avez intégré cette promo 16-18? C'est-à-dire? En fait, avant de rentrer sur la promo 16-18, si vous avez qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré sur le dispositif? Qu'est-ce qui vous a plu et comment vous en parleriez avec vos copains? Comment vous leur donneriez envie, pardon? Comment je leur donnerais envie? Si j'arrive à trouver ce que je recherche, je sais pas comment expliquer. Non, d'accord. En tout cas, bravo. Merci. Bravo pour votre parcours. Merci, Adilis. Merci à vous. Merci. C'est l'occasion de donner la parole à Valérie Belon, qui est la directrice de l'AFPA de Nice. Pour revenir, Valérie, on a eu des témoignages très, très prégnants pendant cette deuxième séquence. On a eu aussi Saba Dadi, la directrice de la mission locale, qui nous a bien expliqué qu'il y a une alchimie tout à fait particulière à Nice. Est-ce que tu peux nous dire, Valérie, comment ça fonctionne très très bien à Nice? Oui. Quelle est la recette? La recette miracle. Alors déjà, je vais commencer par vous remercier pour toutes ces interventions qui sont très riches et variées sur le thème d'un jeune, d'une solution, et plus précisément la promo 16-18. Donc, il est vrai que le centre de Nice connaît un beau développement de l'action, contrairement à d'autres sites. Et j'ai envie de dire que cette réussite, elle est fortement liée à l'adhésion de la mission locale de Nice Côte d'Azur, bien évidemment. Et j'en profite pour remercier Saba Dadi et toutes ses équipes. En fait, nous nous sommes rencontrés en octobre 2020. Et lors de nos échanges, il est apparu, mais comme une évidence, que la promo 16-18 était vraiment un sas d'entrée pour tous les jeunes avant l'orientation vers un autre dispositif d'accompagnement. Alors, bien sûr, pour pouvoir intégrer des jeunes dans nos promotions, nous avons besoin d'une prescription, mais au-delà, nous avons mis en place en plus des informations collectives dans notre établissement, ce qui permet de capter directement des jeunes, puisque le bouche à oreille fonctionne bien entre eux. À ce jour, bien, comme cela a été dit, nous avons plus de 40 jeunes en suivi. Et la force de ce dispositif, bien sûr, comme l'a indiqué Frédéric Carrier, c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est des ateliers variés, c'est un accompagnement très renforcé, l'immersion des jeunes dans un centre de formation pour adultes, j'y tiens et je vais y revenir, tant au niveau humain que sur des plateaux pédagogiques, ils ont été cités. Les jeunes, en fait, trouvent un autre regard sur une intégration qu'ils considèrent parmi les grands.
Alors, j'ai une petite anecdote là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'est resté quand même. Très souvent, ils travaillent sur des exposés en petits groupes sur une thématique. Et il m'arrive de m'intégrer et de les rencontrer directement et de leur demander pourquoi ils se sentent bien dans la promo 16-18 et qu'est-ce qui leur plaît. Et en fait, ce que j'ai retenu, c'est ici, c'est cool, on fait des choses différentes. Ils ont des relations sereines. Alors, leur mot, c'est entre nous, il n'y a pas de prise de tête. On sait qu'ils viennent de différents horizons, mais c'est déjà agréable d'entendre ça de leur part. Et puis, ils nous disent clairement, être avec des grands, c'est pas pareil. Bon, c'est vrai que pour eux, les adultes, ce sont des grands. Voilà. Donc, la force de cette réussite à Nice, c'est vraiment la relation de proximité avec les équipes des missions locales, mais aussi ce maillage territorial qui existe dans les Alpes-Maritimes avec les CIO, notre présence dans les PSAD, les relations que nous entretenons avec les structures d'insertion telles que Galis, Alter Ego, le 2C, la Boussole des Jeunes, le CFA de la métropole de Nice-Côte d'Azur et bien d'autres. J'ai envie de vous dire que si notre action se déploie à Nice, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur les autres sites. Nous avons les mêmes moyens, nous avons les mêmes équipes structurées, nous avons les mêmes locaux, nous fonctionnons de la même manière. Donc j'ai envie de vous entraîner dans cette aventure un peu partout en PACA et de dire allons-y. Aujourd'hui, cette action, comme le disait Saba, a tout son sens à Nice. Et c'est vrai que nous espérons pouvoir l'élargir à l'ouest du département parce qu'il y a beaucoup de besoins également. Voilà. Je terminerai sur cette note d'avoir envie d'entraîner PACA dans ce beau dispositif encore plus fortement et de penser le déployer encore ailleurs et autrement. Merci. Donc, merci Valérie Belon-Lefebvre, qui est directrice de l'AFPA de Nice. C'est le moment pour vos questions maintenant. Hein. Je sais qu'il y en a eu quelques-unes. On va peut-être, Valérie, on va profiter que tu es là pour feuilleter ensemble les questions, puis on va voir qui de l'équipe va vouloir y répondre. On va reprendre un peu tout en haut pour ne pas en oublier. Donc, le nombre de CIO, on a bien noté, hein, il y en a 29 et non pas 20. On s'en excuse hein, pour cette approximation dans le PowerPoint. Cap Emploi peut aussi faire partie des acteurs en apportant son expertise sur le volet handicap, hein, quand c'est le cas. Merci pour cette précision. Après, appui spécifique en lien avec la situation de handicap et appui des mesures AGFIP pendant tout le parcours. D'accord, merci aussi pour cette précision. Est-ce qu'un diagnostic ou profil type a été établi pour ces jeunes de la promo 16-18 ? Qui souhaite répondre à cette question ? J'ai envie de dire Saba, oui. Oui, voilà. C'est vrai qu'en tout cas, pour ce qui est des jeunes orientés par la mission locale, et je crois qu'ils sont plus que majoritaires, évidemment, il y a un diagnostic au départ qui est fait, un diagnostic de la situation globale du jeune, et c'est fait non pas pour et en amont de la promo 16-18, mais c'est fait pour évidemment tous les jeunes qui viennent s'inscrire à la mission locale. Et ce diagnostic, il est fait bien sûr avec le jeune, mais pas que, puisque souvent ces jeunes, et vous en avez tous un peu parlé, sont aussi suivis, accompagnés, connus d'autres structures, d'autres partenaires. Donc oui, il y a un diagnostic qui est posé. Oui, il y a des objectifs qui sont définis, qui sont ensuite vus si nécessaire avec les intervenants de la promo 16-18 pour réajuster, en sachant que ce n'est pas un diagnostic et des étapes de parcours qui sont figées dans le marbre, puisque ce diagnostic-là, il vit, il évolue, il bouge. Et l'idée, c'est qu'il y en ait un en amont et un en aval aussi, pour justement faire le point pour ceux qui n'ont pas trouvé d'apprentissage ou une formation directement, mais valider ensemble et de faire un diagnostic de la situation du jeune à la fin de la promo pour envisager les étapes qui suivent. Merci. Y a-t-il un suivi post-promo 16-18 ? Je pense que c'est une question pour Ève Barvagellata. Oui, alors oui, effectivement. Donc, à l'issue de 13 semaines, si le jeune n'a pas trouvé de solution immédiate, s'ensuit un suivi de 6 mois en complémentarité de celui effectué par la mission locale, dont le jeune dépend. Merci Ève. Après la mission locale qui est
co-accompagne les jeunes lors de la promo 16-18 poursuit l'accompagnement de ces jeunes notamment. Oui, ça c'est une précision de Saba. Ensuite, est-ce que je vois qu'il y a des mains qui se sont levées dans la discussion? Alors, je ne vois pas l'ensemble des participants. Est-ce que la personne qui a levé la main souhaite prendre la parole maintenant pour poser une question? Oui, bonjour. Sylvie Gilquin, directrice adjointe de la mission locale du Pays de Grasse, co-animatrice de la PSAD et responsable de l'obligation de formation à la mission locale. Alors, votre outil, il est super. Hein, voilà. La difficulté, et Saba le mettait en évidence, c'est qu'effectivement, votre outil, votre dispositif a toute sa place avant l'intégration peut-être dans le dispositif Garantie Jeunes, sauf que ces jeunes-là ont très peu d'autonomie et que nous concernant, nous ne l'utilisons pas, tout simplement pas parce que nous ne trouvons pas d'intérêt, mais parce que ce travail de mobilité et de sensibilisation, il ne peut être fait que peut-être pour ce public mineur que dans le cadre de la garantie jeune. Il est évident qu'un jeune grâce Nice, très clairement, il n'en est pas là, hein, surtout ce public qui peut être décrocheur, etc. La question que d'autres missions locales de la région sud se pose, est-ce qu'il y aurait une possibilité de délocaliser, et j'ai vu que M. Ortiz posait la même question, parce que sinon nous ne pourrons pas l'utiliser très clairement. Hein. Déjà une délocalisation sur Cannes pourrait être intéressante. Hein. Il y a le train, c'est plus facile, c'est plus rapide, il y a les bus, voilà. Nous, les jeunes, même s'ils ont plus de 18 ans, ont du mal à faire le pas d'aller se former, mais quand je dis se former, c'est se qualifier sur Nice. Donc, vous imaginez bien que pour ce public-là, Nice, pour être sur une remobilisation, il faut d'abord que nous les remobilisions avant de pouvoir les envoyer sur le dispositif promo 16-18, quoi. Voilà, c'était une question. Est-ce qu'il y a une possibilité de délocaliser à un certain moment? Parce que d'autres missions locales se trouvent dans la même situation et ne l'utilisent pas parce que la mobilité est compliquée. Merci. Merci pour votre question. Qui souhaite y répondre? Alors, effectivement, j'ai clôturé en précisant que nous réfléchissions bien évidemment à nous implanter sur le bassin ouest, puisqu'aujourd'hui nous avons une agence qui est rattachée au centre de Nice pour la formation. Nous avons bien évidemment des dispositifs d'accompagnement sur site et nous envisageons bien évidemment de déployer la promo 16-18 sur le bassin ouest, puisque nous connaissions très bien les missions locales de Cannes, Grasse, des environs, d'Antibes, Sophia Antipolis, et qu'il y a un réel besoin également dans ce bassin. Eve, peut-être rajouter quelque chose? Oui, ce que je peux dire, c'est que effectivement, hein, nous avons déjà été sollicités dans le sens de délocalisation. Donc, le côté positif, c'est que voilà, la promo 16-18 intéresse, interpelle. Après, aujourd'hui, voilà, la porte n'est vraiment pas fermée. Ça a été à l'étude pour d'autres territoires. On a fait une tentative dans le 13 et c'est vrai qu'on n'a pas eu suffisamment de jeunes pour débuter une promo, alors qu'on avait des locaux qui avaient été mis à notre disposition par une mairie. Bon, voilà, c'est juste que c'était peut-être aussi pas encore le meilleur moment, donc ça pourrait très certainement se lancer. Et il faut qu'il y ait voilà, qu'on soit davantage fixé sur le nombre de jeunes susceptibles de commencer une promo. Voilà, c'est surtout ça, et qu'on ait des locaux à notre disposition pour pouvoir offrir aussi un degré de prestation identique à celui qu'on propose dans des centres déjà existants. Oui, alors, une question de M. Ortiz, hein, Yves Ortiz. Oui, bonjour, Yves Ortiz, mission locale au Bagne, donc je suis référent obligation de formation. Donc, pour répondre à ce qui a été dit, effectivement, au Bagne, donc on avait la possibilité d'avoir une session sur Auriol, qui est une petite commune près d'Aubagne. Il y avait un nombre requis pour démarrer la session à 9. Donc on était, nous, à peu près à
7-6 candidats, et c'est vrai vous le savez tous, c'est un public qui est compliqué à mobiliser, qui est très volatile. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas pu remplir la session d'Oriol, puisqu'il fallait 9 candidats. Du coup, on a, entre guillemets, perdu des candidats sur cette session-là, qu'on a plus ou moins réussi à renvoyer sur le siège à Marseille, Saint-Jérôme, pas la Treille, hein, sur Saint-Jérôme. Donc voilà, moi j'ai signalé ça dans le chat pour dire que c'est une difficulté. S'il y a un nombre requis minimum qu'on a du mal à remplir, c'est réellement une difficulté. Donc notre demande, nous, ici, c'est peut-être de réduire le quota de nombre de candidats minimum pour démarrer une session, très simplement. Après, la mobilité, effectivement, c'est un problème. C'est un problème. Merci. Alors, j'entends ce que, bien sûr, c'est parfaitement entendable. Après, c'est aussi, on doit être, par rapport au contenu que l'on propose, on est quand même sur la mobilisation de 3 ressources, on va dire en termes de personnes. CIP, donc conseiller en insertion professionnelle, moniteur éducateur, formateur préinsertion. C'est vrai que c'est aussi l'avantage de le faire dans un centre AFPA, c'est d'avoir accès à des plateaux techniques de formation. Bon, voilà, partir avec moins de jeunes que ça, c'est compliqué en termes de mise en œuvre, en fait. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est à l'étape de plus que de la réflexion, parce qu'on a déjà été sollicité dans ce sens. Ça ne veut pas dire que peut-être Oriol, on ne le mettra pas en place d'ici quelques temps. Voilà. Être au niveau aussi de l'identification du dispositif, que ça prenne aussi davantage sur les centres qui sont déjà identifiés pour que ça fasse un appel d'air justement sur des lieux délocalisés. Christine Pellerin, vous avez levé la main pour poser une question. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Donc, Christine Pellerin, directrice pédagogique départementale au sein de l'école à deuxième chance du Vaucluse. Ma question est la suivante. En ce qui concerne les orientations vers les E2C, à l'issue des accompagnements que vous mettez en œuvre, est-ce que c'est aussi une orientation ou ce sont des orientations potentiellement importantes vers le dispositif E2C sur votre territoire? Et une deuxième question par rapport effectivement aux effectifs que vous intégrez. Alors peut-être vous l'aviez dit, mais comme je faisais partie des personnes aussi qui sont connectées un peu plus tard, problème de lien, quels sont les effectifs que vous intégrez sur ce dispositif-là et sur quelle durée? Merci. Alors, merci. Pour répondre à votre première question concernant l'orientation vers l'école de la deuxième chance, c'est ça? Ok. Alors, à ce jour, donc sur l'antenne de Toulon, on a une jeune fille qui a commencé le dispositif La Promo 16-18, qui ne savait pas exactement ce qu'elle souhaitait encore faire, n'avait pas vraiment d'idée. Et nous organisons régulièrement, dans le cadre d'un partenariat avec l'école de la deuxième chance, des visites. Et donc, on a eu l'occasion de visiter l'école de la deuxième chance avec un groupe de jeunes. Et donc, c'est là qu'elle a découvert en fait le concept de l'école de la deuxième chance. Ça l'a intéressée. On a travaillé son entretien, elle a été reçue et donc elle a intégré l'école de la deuxième chance. Donc là, c'est vraiment un exemple de terrain d'une sortie donc dynamique d'une jeune qui a pu intégrer l'école de la deuxième chance suite à son passage sur le dispositif La Promo 16-18. Je vous remercie. Voilà. Pour la deuxième question, excusez-moi, vous pouvez… C'est pour les effectifs en fait que vous intégrez sur votre dispositif et la durée de l'accompagnement que vous mettez en œuvre. Alors, donc la durée, c'est 13 semaines. D'accord. 13 semaines maximum. Vraiment dans le concept promo 16-18 stricto sensu. Après, ça peut être prolongé dans le cadre d'un accompagnement, on va dire, en complément de celui de la mission locale pendant 6 mois. Mais voilà, la promo 16-18, c'est 13 semaines. D'accord. Ensuite, aujourd'hui, donc, nous avons 120 jeunes en suivi. On a une capacité d'accueil, on pourrait avoir une capacité d'accueil de 800 jeunes sur la région sud. Très bien. Je vous remercie infiniment pour ces précisions. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Il y a quelqu'un qui avait laissé sa main levée ou qui l'a relevée? Oui, c'est la mission locale de Toulon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend.
Ah ben super, voilà. Je pensais que vous ne m'entendiez pas. Moi, je voulais intervenir sur quand même la difficulté de mobiliser les jeunes. Certes, je crois qu'à ce jour, il y a une vingtaine de jeunes qui ont été orientés concernant la mission locale de Toulon. Mais c'est vrai que pour 20 jeunes, le travail en amont, c'est bien entre 40 et 60 jeunes mobilisés dans le cadre de l'obligation de formation des jeunes sans situation, où pour nous, c'était important de passer par ce SAS en amont d'autres choses. C'est quand même très compliqué. On a par là même été, dans le cadre de notre studio MLJT, filmer des jeunes, essayer d'apporter une dynamique à travers du visuel, ce qui a permis d'ailleurs de décrocher ces vingtaines de jeunes, mais c'est pas évident. Donc je pense qu'il y a encore des choses à travailler. On a invité l'AFPA pour présenter la promo 16-18 auprès des conseillers. Alors bon, c'est vrai qu'on a encore des nouveaux conseillers, donc on les réinvite à nouveau. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de mobilisation pour peu de jeunes pour l'instant. Voilà, je voulais apporter cette précision. Oui. Mais merci beaucoup. Alors, je me permets effectivement d'insister sur le travail de longue haleine que ça représente. Bien sûr, un travail qui se fait à vos côtés et nous vous en remercions. Après échange, nous, avec les missions locales et les CIO qui interviennent au sein des PSAD, nous, on a mis en place des réunions d'information hebdomadaires dans chaque centre. On observe la même fréquence de façon à ce que le message, une fois qu'il est identifié, les conseillers puissent savoir que tel jour à telle heure, dans tel centre, il y a une réunion d'information. Donc, bien sûr, tout le monde peut y participer, des jeunes seuls ou accompagnés. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, nous aussi, on a pu se rendre compte au regard des chiffres du nombre d'orientations que l'on peut avoir et le taux de transformation que l'on a entre le nombre de jeunes orientés et ceux effectivement rentrés dans le dispositif. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, la pompe est amorcée. On a eu une montée en charge. Peut-être que là, on se situe à peu près à 6 mois du démarrage à une forme de plateau et que je pense qu'il faut qu'on continue en tout cas sur cette même lancée pour voir amorcer une remontée de la courbe. Merci. 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 Si vous avez encore des questions, il nous reste 3 minutes. On voulait tenir le timing. Je voulais rajouter aussi qu'on a utilisé aussi les réseaux sociaux aussi, donc c'est vrai qu'on l'a fait pendant un temps. On peut peut-être renouveler aussi cette intervention. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui vont sur ces réseaux sociaux et c'est à travers l'ensemble de ces réseaux qu'on arrive aussi à décrocher. On organise aussi des lives, donc je pense que le prochain live, il pourrait être fait dans le cadre de la promo 16-18. Voilà, c'était une proposition. Merci beaucoup pour cette proposition, madame. Effectivement, nous, on essaye aussi de faire parler les jeunes de leur expérience dans la promo 16-18, c'est ce qu'on essaye de relayer. Et effectivement, des jeunes qui parlent aux jeunes, c'est toujours plus intéressant et c'est plus mobilisateur pour eux. Ça, c'est vraiment un fait. On retient évidemment votre proposition, madame. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il reste encore une dernière question? Sinon, je redonnerai la parole à Sylvie Clément-Cotus, la directrice régionale adjointe de l'AFPA, pour un mot de conclusion. Bonjour, je suis Benjamin Gentil de la mission locale d'Aix-en-Provence, référent sur l'obligation de formation. J'ai assisté à la présentation il y a déjà quelques mois, c'était début janvier ou fin décembre, sur cette promo 16-18. Et sur le territoire d'Aix-en-Provence, on est intéressé par cette solution en complément de toutes les autres qui existent. Notre difficulté aujourd'hui, c'est que pour l'instant, on n'a à disposition que l'AFPA de Saint-Jérôme. Et au niveau transport, c'est vraiment compliqué pour nous d'envoyer des jeunes. Donc, à la marge, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 jeunes qui ont pu intégrer la promo 16-18. Mais du coup, est-ce qu'on a une idée de la temporalité pour que le territoire d'Aix-en-Provence soit couvert? Je vous remercie.
Je vais peut-être répondre à ce moment-là plus pour parce que la situation d'Aix-en-Provence, c'est une situation, mais finalement, elle est assez reproductible sur les différents territoires. Aujourd'hui, on avait besoin, je vais reprendre le terme d'Ève, d'amorcer la pompe, c'est-à-dire que de créer de vrais groupes. J'ai entendu aussi le témoignage de la mission locale de Toulon. Les jeunes qui parlent aux jeunes, c'est ça qui va nous permettre effectivement de faire connaître ce dispositif, hein, et qu'il soit alimenté de façon plus fluide. Donc, on étudie toutes les situations, et Aix en est une, et on en a d'autres en tête. On étudie toutes les demandes de cette nature-là avec cet angle. C'est comment réussir à faire un groupe homogène. Ève vous l'a dit tout à l'heure, quand on mobilise une équipe, il y a au moins 3 personnes pour prendre en charge un groupe, plus tous les partenariats. Parce que c'est ça qui est intéressant. Il est clair qu'on n'est pas dans une salle, crayon papier avec un formateur. Ça aurait un intérêt dans d'autres contextes, ça n'est pas le cas. On n'est pas non plus à distance. On est vraiment dans une très grande proximité au maximum. Parfois, la distance est nécessaire pour certaines personnes qui pourraient être en isolement Covid, c'est arrivé 1 ou 2 fois, mais en tout cas, on essaie d'avoir cette très grande proximité, ce qui veut dire qu'on a la nécessité à la fois d'avoir une équipe présente, des partenariats qui sont mobilisés, donc un coût qui est quand même assez important pour pouvoir mettre en place l'action. Donc, on étudie toutes les situations. Aix, je le sais parce qu'Ève, à plusieurs reprises, m'en a parlé, il y a une demande forte, il y a d'autres demandes fortes. On ne s'interdira pas, bien au contraire, je vous rappelle le chiffre que j'ai donné au départ. Nous sommes mobilisés pour accueillir cette année 2500, alors je vais même être précise, je crois, Ève, c'est ça, 2504 personnes, 2504 jeunes. Je confirme, c'est 2504. Voilà, et on a tout à fait conscience de la difficulté territoriale dès lors qu'on va être un tout petit peu éloigné. J'ai entendu aussi le témoignage du territoire de Grasse. On voit bien que la mobilisation, c'est compliqué. Et donc, on démarre, on amorce cette pompe et on revient très vite vers les territoires qui nous le demandent. Mais il faudra qu'il y ait une appétence. Et je pense qu'on a à la fois tout le travail partenarial dont on est en train de parler et tout le travail qui va être fait de bouche à oreille. Les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, la connaissance du dispositif. Tu sais, moi, je suis à promo 16-18, tu sais, c'est bien, viens. Voilà. Et on n'y est pas encore tout à fait sur cette partie-là. Voilà, merci Sylvie Clément-Cotus. Est-ce que c'était le mot de la fin? Comme on va se quitter. Monsieur Marion, oui. J'ai vu un message de c'est Madame Guénolé. Hein. Merci à tous en tout cas pour toutes ces belles interventions et notamment de jeunes là, qui ont témoigné de leur passage, enfin, de leur formation à la promo 16-18. Il y a Madame Chenet qui souhaiterait rajouter un petit mot. Bien sûr. Oui, et j'ai souhaité dire 2 mots parce qu'effectivement, beaucoup de choses sont dites et puis j'imagine que cet échange, en tout cas, est stimulant pour continuer d'avancer parce que c'est quelque chose qui, effectivement, se construit dans le temps. Si c'était simple de mobiliser des jeunes qui sont en situation de décrochage, on l'aurait fait depuis longtemps. Et finalement, c'est aujourd'hui, dans toute la capacité qu'on a d'aller vers, de mobiliser, d'accompagner en intégrant effectivement les représentations des jeunes. Et c'est pas toujours facile. Je remercie beaucoup les 2 jeunes qui ont témoigné parce que c'est pas facile dans cette situation d'intervenir comme ça et ça met un petit peu mal à l'aise. Je voulais juste revenir sur 2 points qui me paraissent 3 points qui me paraissent importants. Les jeunes qui parlent aux jeunes, effectivement, la participation à la fois des jeunes vers les jeunes, mais aussi dans la capacité des acteurs à comprendre, entendre et intégrer ce que disent et expriment les jeunes est extrêmement importante. Et je ne peux qu'abonder dans le sens de ceux qui ont mis ce point en avant. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé d'un point, d'une porte de sortie de la promo 16-18 comme dans toute l'obligation de formation, c'est la question de l'engagement.
qui peut être aussi une voie de sortie en dehors des questions de rescolarisation, d'apprentissage ou de pré-apprentissage ou que sais-je. Et en tout cas, cette question de l'engagement, je crois qu'elle fait sens aujourd'hui dans les jeunes générations, y compris sur ceux qui sont en rupture, parce que les jeunes en rupture scolaire ne sont pas tous des jeunes en difficulté juste en difficulté sociale. Je crois que les décrocheurs, il y en a de toutes sortes. Et il me semble que la promo 16-18, elle doit aussi réussir cette mixité sociale en s'adressant à l'ensemble des jeunes. Par ces promos, on le voit bien dans les promotions du service civique, il y a une émulation qui se fait. Et ça me transporte aussi vers la question du mécénat, du mentorat, pardon, excusez-moi, pas du mécénat. Pourquoi pas le mécénat d'ailleurs? Mais en tout cas du mentorat qui à un moment donné peut être aussi, peut venir conforter des démarches plus individuelles. Et puis je voudrais rebondir également sur ce qu'a dit le président de l'association régionale des missions locales. Effectivement, nous avons aujourd'hui 3 départements qui sont engagés, qui sont labellisés pour entrer dans le service public de l'insertion et de l'emploi. Tous ciblent les jeunes comme étant une priorité, puisque traditionnellement, les conseils départementaux ont beaucoup travaillé sur les bénéficiaires du RSA. Aujourd'hui, ils indiquent que les jeunes entrent dans leurs priorités, et en particulier, c'est le cas dans les Alpes-Maritimes, les jeunes de la protection de l'enfance, mais pas que. Et les 3 autres départements ont la forte volonté de s'engager aussi dans cette démarche. Et ce service public d'insertion et de l'emploi, c'est une manière de faire je dirais, du cousu humain. C'est vrai que l'expression est galvaudée, c'est bien ce qui est fait au niveau de l'AFPA avec ce coaching individuel et collectif, mais aussi individuel. Et dans le cadre du SPI, je crois qu'à un moment donné, on peut aussi se tourner vers le département pour essayer d'avoir des facilités en termes d'organisation des mobilités. S'il faut un bus, eh ben, on peut trouver un bus, nous avons les moyens de trouver un bus, quoi, clairement. Donc, enfin, un minibus, parce que ce n'est pas des promotions de grands bus. En tout cas, il me semble que c'était vraiment très intéressant d'entendre ce qu'on a entendu aujourd'hui, que ça ouvre beaucoup le champ des possibles. Gardons-le bien ouvert parce qu'on progresse collectivement et c'est extrêmement stimulant et je voulais vous remercier. Merci beaucoup, Joël Chenet, donc ministère à la lutte contre la pauvreté. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre participation active. On reste à votre disposition, évidemment. Toute l'équipe de Sylvie Clément-Cotus, d'Eve Varvagé-Lata sont à votre disposition, évidemment, si vous avez des questions à leur poser sur cette promo 16-18. Je vous souhaite un excellent appétit. À bientôt. Merci. Merci.